Bonjour à tous, bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent grâce à la web diffusion. Peut-être une petite annonce que je peux faire aujourd'hui. Les gens de l'Outaouais, en fait, on ouvre notre campus de l'Outaouais. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et pour le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie, on va ouvrir 2 autres campus qui vont avoir lieu en janvier 2019. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis l'un des directeurs de l'école. Puis, au niveau des médias sociaux, on vous invite à partager des éléments de la conférence si vous le souhaitez. Nos mots-clics, le premier, c'est #EEQuébec. Donc, c'est le premier. Et le deuxième, c'est hashtag, ou mot-clic en français, SME-MTL. SME pour Semaine mondiale de l'entrepreneuriat MTL. On m'a demandé de parler du défi aux entreprendre. C'est un concours que l'École des entrepreneurs organise au niveau régional. Et c'est un concours qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs. Puis, ce que ça va donner aux entrepreneurs qui participent, c'est de valider leur projet d'affaires, développer leur réseau de contacts et de courir la chance de gagner une bourse de 2 500 $ dans les 7 catégories. Donc, c'est 2 500 par catégorie et il y en a 7. La date à retenir, c'est le 12 mars à 16 h. Ça, c'est la date limite pour inscrire son projet. Évidemment, on vous invite là, à le faire avant. Et le site web, c'est osentreprendre.québec. Pour ceux qui ne le retiendront pas, faites juste retenir « Défi aux entreprendre », tapez ça sur Google, puis l'adresse va apparaître. Au niveau de la web diffusion, si vous voulez poser des questions, vous allez voir que dans le bas de l'écran, il y a un petit bouton pour poser des questions. Donc, on vous invite à poser des questions à notre conférencier. Et au niveau de la semaine, de notre semaine, on a beaucoup d'événements encore là, qui vont avoir lieu jeudi et vendredi. On vous invite à aller voir le site web equebec.com/SME. Encore là, SME pour Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Au niveau des partenaires, j'aimerais remercier, premièrement, la firme d'avocats Novalex, qui sont les commanditaires principaux de la journée d'aujourd'hui. Web Diffusion, pour qui nous permettent d'être partout à travers le Québec, et le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, qui commanditent l'événement. Sans plus tarder, au niveau de la conférence d'aujourd'hui, on va parler d'impact social comme vecteur de croissance. C'est un cabinet d'avocats d'affaires et de cliniques juridiques pro bono qui réinvente la pratique privée du droit grâce à son modèle unique pour chaque heure de service juridique payante rendu à un client d'affaires. Novalex offre 1 heure de service juridique gratuite à un individu à faible revenu, un OBNL ou un entrepreneur en démarrage qui est admissible. Novalex est le premier cabinet d'avocats certifié B Corp. Il va vous parler c'est quoi la certification B Corp au Québec et le second au pays. Donc, c'est des précurseurs là, au niveau de ce modèle d'affaires-là. Notre conférencier va nous parler, comment son entreprise s'est engagée pour tenir compte de l'impact social de ses actions. Avant de vous dire le nom de notre conférencier, j'aimerais remercier Loris Beneteau, qui est l'initiateur de cette rencontre-là. Là, c'est lui qui m'a mis en contact avec notre conférencier. J'en profite pour remercier notre conférencier d'aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation et je vous inviterai à l'accueillir chaleureusement, M. Ryan. Puis là, il me dit son nom de famille tantôt, je savais que j'allais l'oublier. Heiler. Presque. 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 Oui, il va vous dire, excusez. Donc, à toi, Ryan. Donc, bonjour à tous, ici et sur le web. Je m'appelle Ryan Hillier. Des fois, c'est Hillier, des fois, c'est Hillière, puis des fois, c'est Hillier, puis ça fonctionne bien. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'utiliser l'impact social comme vecteur de croissance pour son entreprise, même si c'est une entreprise à but lucratif, qui est notre cas. Je voudrais vous parler un peu de l'histoire Novalex à proprement parler, mais je voudrais aussi vous parler un peu des clés de succès pour n'importe quelle entreprise, peu importe l'industrie, et comment elle peut réussir en se servant de l'impact social qu'elle a justement comme vecteur de croissance. Donc, brièvement,
mon histoire à moi, c'est que je suis un avocat d'affaires à la base qui a travaillé une dizaine d'années dans les grands cabinets de Montréal, McCarthy Tétrault, Blake Castles Graydon, les fameuses semaines de 60, 70, 80 heures à facturer à des très grands clients multinationaux, etc. Mais en parallèle à tout ça, j'ai toujours trouvé très important d'être un citoyen engagé dans ma communauté. Donc, j'ai été assez impliqué d'un point de vue philanthropique, social, communautaire, notamment comme président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, avant Nicolas Duvernois et Gabriel Brand-Lopez, mais aussi comme membre de certains conseils d'administration d'OBNL et de fondations. Ce qui est arrivé dans mon cas à moi, ce qui est sûrement le cas de la plupart des entrepreneurs qui décident finalement de plonger, c'est que je fais partie de cette vague d'entrepreneurs qui émerge présentement là, à Montréal et au Québec. Et ça s'est passé en regardant un peu autour de moi. Je voyais plein de gens qui avaient des projets innovants, d'autres qui avaient des modèles d'affaires inspirants. Et je me suis dit, ben écoutons, même si je travaille dans une industrie excessivement traditionnelle, l'industrie des services juridiques, il y a sûrement quelque chose à faire pour justement redéfinir cette pratique-là et réinventer la profession d'avocat. C'est là où j'ai eu l'idée de Novalex, dont je vais vous parler en plus de détails au courant des prochaines minutes. Essentiellement, comme le mentionnait Jean-Benoît, Novalex, c'est un modèle qui est basé sur la formule du 1 pour 1. Donc, pour chaque heure de service juridique payante qu'on va rendre à un client d'affaires payant, on va donner par le fait même, 1 heure de service juridique pro bono, donc gratuite, totalement gratuite, aucune condition attachée, à un client plus vulnérable. Donc, des individus à faible revenu, des OBNL et même des entrepreneurs en démarrage admissibles. Et puis, pour nous, cette formule-là, elle a plusieurs raisons d'être. À la base, on crée un modèle comme ça parce qu'on a envie de redonner, on a envie de changer le cours des choses, on a envie de pratiquer un commerce beaucoup plus responsable. Mais par le fait même, puis c'est là qu'on en arrive au sujet de la conférence d'aujourd'hui, l'impact social, la responsabilité sociale de l'entreprise peut servir d'outil à la fois pour le marketing, l'engagement d'employés et plein d'autres éléments qui vont être très, très bénéfiques à la business d'un entrepreneur. Donc, pour moi, le constat que je fais en partant cette entreprise-là il y a 2 ans et demi et que je tiens encore aujourd'hui après avoir vécu cette histoire-là, c'est que je me pose toujours la question, quand on part une business en 2018 ou bientôt en 2019, pourquoi à la base, c'est pas l'ensemble des entreprises qui, au centre de leur mission, ne se fixent pas une mission sociale. Parce que tous les entrepreneurs, je crois, au 21e siècle, maintenant, là, sont capables, avec le modèle économique qu'on a en place, de commencer un projet d'affaires en se disant nécessairement rattaché à mon modèle d'affaires, il y a au cœur de celui-là un impact social fort, un désir de changer le cours des choses de façon positive. Donc, n'importe qui vient même nous consulter dans notre bureau, c'est le genre de questions qu'on va leur poser. On va dire, ah, c'est intéressant, parfait, on va vous aider avec votre convention d'actionnaire, parfait, vous avez l'air d'avoir une structure de prix intéressante, parfait, les marges de profit ont l'air intéressants aussi. Et puis, on va leur poser la question, à travers cette entreprise-là, qui peut être un vecteur de changement dans la société, qu'est-ce que vous pensez faire? Comment vous pensez contribuer? Et puis, ce qui est vraiment fascinant, c'est que je vous dirais même qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qu'on rencontre, quelque part dans leur mission, il y a quelque chose qui est là pour changer soit des habitudes de vie, changer des industries pour les rendre plus responsables au niveau social. Donc, c'est très encourageant à voir. Nous, on est un joueur parmi tant d'autres et c'est pour ça que je tiens à vous partager mon histoire.
Je vais vous parler brièvement de comment on démarre une entreprise à fort impact social. C'est un peu la même chose que n'importe quelle entreprise, mais je vous dirais que le côté personnel, les motivations vraiment intimes de pourquoi on part ça deviennent encore plus importantes. Dans mon cas à moi, c'était que, tout simplement, pendant la journée, je faisais mes 50, 60, 70 heures par semaine à servir des clients d'affaires. Et puis, si je voulais avoir un impact social, il fallait que je me lève à 5 heures le matin pour siéger un conseil d'administration à 6 heures. Ou fallait, après une longue journée de travail à 10 heures, que je rentre chez moi puis que je travaille sur un autre projet philanthropique jusqu'à 11h30 du soir. Puis là, on répète, puis on répète, puis on répète pendant une décennie. À un moment donné, je me suis presque brûlé. Je me suis dit, il doit y avoir des modèles d'affaires qui me permettent d'avoir cet impact social à travers même le côté business qu'on mène de 9 à 5 pendant une journée. Donc, pour moi, ça a été un peu ça ma motivation. Puis là, quand on trouve son histoire, il faut se poser toutes les questions que poserait un journaliste, le who, what, when, why, where, how. Et puis, la première de ces questions-là, pour moi, particulièrement quand on part une entreprise à fort impact social, c'est de se demander avec qui. Pour moi, c'est comme un cadeau tombé du ciel. J'avais cette idée, puis je me suis dit, ça me prend quelqu'un pour partir ça avec moi, parce que tous les entrepreneurs, si on fait bien notre job, on sait qu'on n'a pas tous les talents. Dans mon cas, je suis un bon développeur. Je suis un bon gars de relations publiques. Je considère que je suis un bon avocat. Côté organisationnel, ça laisse vraiment à désirer. Côté administration, ça laisse vraiment à désirer. On a chacun des forces incroyables, mais on a tous des faiblesses. Et donc, quand je pensais à ça, je disais, d'abord, ça me prend quelqu'un qui est un peu l'inverse de moi, qui n'a pas les mêmes forces que moi, qui n'a pas les mêmes faiblesses que moi, mais qui, comme moi, a cette même volonté de faire changer le cours des choses à travers une entreprise très responsable. Comme n'importe quel bon avocat le ferait, quand j'avais trouvé cette personne-là, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on aille prendre un verre un jeudi soir. Puis mon associée d'aujourd'hui, Sophie, elle me dit, super, on va où? On prenait souvent des verres ensemble. J'ai dit, on va aller au Mimi la nuit. Elle dit, parfait, j'aime ça. J'ai dit, parfait, il faudrait que tu signes ça avant qu'on y aille. Puis là, elle me dit, voyons, de quoi tu parles? Ça, c'est une entente de confidentialité. Je dis, de quoi tu vas me parler quand on va aller au bar? Elle dit, OK, je te fais confiance. Elle signe, je le mets dans ma poche, on s'en va au Mimi la nuit. En l'espace d'à peu près 5 minutes, Sophie m'a dit, ça m'intéresse, j'embarque. On s'est fait un cheers, puis depuis ce moment-là, c'est une histoire d'équipe, une histoire de cofondateur. C'est pas juste moi, c'est vraiment deux personnes qui partagent la même mission, la même passion pour cette entreprise-là. Donc, trouver son histoire, en premier lieu, ça implique trouver la bonne personne avec qui partir son entreprise à fort impact social. Le quoi, évidemment, ça devient hyper pertinent aussi. Je vous donne un exemple. Nous, à la base, moi, je pensais que mon idée, c'était on allait rendre des services juridiques d'un côté à des entreprises à but lucratif qui étaient capables de payer nos services. Puis de l'autre bord, on allait rendre des services gratuits à des gens à faible revenu et des OBNL. Pendant qu'on discute, Sophie et moi, au courant des prochaines semaines et mois, elle me dit, mais pourquoi pas les entrepreneurs? Les entrepreneurs, quand tu parles de gens vulnérables, des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui ont juste besoin d'une seconde chance dans certains cas, il y a plein d'entrepreneurs là, qui démarrent leur entreprise. Pourquoi on ne les inclut pas dans notre modèle d'affaires? Grâce à Sophie, notre modèle, il est ce qu'il est aujourd'hui, puis on a desservi des centaines d'entrepreneurs depuis qu'on a commencé ça il y a 2 ans et demi. Fait qu'il faut vraiment bien cibler le quoi de l'impact qu'on veut avoir. Quand je parle du quand, souvent, la réponse est très simple. Moi, pendant des années, je pensais que un jour, j'allais inventer quelque chose d'hyper bénéfique à la société. Une pâte à dents qui allait combattre le cancer. N'importe quoi d'inventif. Finalement, je me suis rendu compte, si j'attends
40 ans pour trouver l'idée parfaite pour avoir l'impact social que je veux avoir sur la planète avant que je meure, ben, je réduis mon impact de façon importante parce que pendant tout ce temps-là, j'attends puis je n'ai pas d'impact. Alors moi, je me suis dit, dans mon cas, je ne suis pas pire comme avocat, je ne suis pas pire comme homme d'affaires. Pourquoi pas créer juste un cabinet différent qui va justement combattre un problème sociétal majeur qui est l'accessibilité à la justice? Des fois, la réponse est directement devant nous. Il ne faut pas trop attendre. C'est un peu ça la morale de l'histoire pour moi. Moi, ça a été un déclencheur dans le temps. J'ai fait une fête pour mes 30 ans. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, c'est super d'être entouré de tous ces bons gens, ces gens-là, mais je ne suis pas à ma place dans mon travail. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Je vous dirais, en termes de quand, le quand, c'est toujours maintenant, pour moi. Où? Ça, c'est vraiment en fonction de l'entreprise qu'on cherche à créer. Des fois, on veut avoir un impact local. Des fois, on veut avoir un impact à l'étranger. C'est quelque chose qui je vous dirais, est très particulier au type d'entreprise que vous partez et à l'industrie dans laquelle vous évoluez. Le comment, ça, c'est toujours la grosse question. Tu sais, on dit, bon, ben, moi, dans ma tête, j'aimerais ça partir une entreprise où on donne 1 heure pour 1 heure, mais comment? Hein? Ça, c'est le gros de partir une entreprise, qu'elle soit à fort impact social ou juste une entreprise tout court. Comment cette patente-là va fonctionner? C'est ce qui prend le plus de mois de préparation, le plan d'affaires, les budgets, etc., etc. Et enfin, pourquoi? Une des choses que j'ai dit à Sophie avant qu'on parte ça, c'était si on n'est pas convaincu à 1000 heures, 1000 à l'heure, c'est impossible qu'on parte cette entreprise-là. Parce que tu sais, les premières semaines d'être entrepreneur, c'est toujours le fun. Les gens parlent de ton entreprise, tout le monde veut t'aider, etc., etc. Mais après 6 mois, après 1 an, après 1 an et demi, après 3 ans, après 10 ans, comme entrepreneur, tu es souvent le premier qui arrive, le dernier qui part. Il faut vraiment que tu saches, particulièrement dans le cadre d'une entreprise à fort impact social, c'est quoi le pourquoi? Est-ce que ta motivation est à ce point forte qu'elle va te permettre de survivre à ta propre entreprise? Lorsqu'on regarde les avantages d'une entreprise à fort impact social, c'est un peu comme ce que je vous parlais tout à l'heure. Avant tous les avantages que je vous montre à l'écran là, il y a évidemment l'avantage de savoir quotidiennement que ce qu'on a fait dans notre travail a un impact positif sur les gens, sur les communautés, sur l'environnement autour de nous. Moi, je sais que chaque jour que je travaille dans un dossier d'affaires pour un client qui est une multinationale cotée en bourse ou que je travaille pour une victime d'abus sexuels qui tente d'avoir justice, je sais qu'en raison du modèle d'affaires que j'ai développé, bien, chaque jour compte. Puis chaque jour, j'ai cet impact positif. Mais si on parle du commerce à proprement parler, bien, comme je vous disais en début de conférence, il y a plusieurs avantages vraiment importants d'une entreprise à fort impact social versus une entreprise que je dirais traditionnelle ou qui n'a pas nécessairement cette mission sociale au cœur de son plan d'affaires. D'abord, il y a la question du marketing. Nous, le pari qu'on a pris chez Novalex, c'est que à qualité et à prix semblable d'autres cabinets, bien, si jamais il y avait une hésitation à dire, bien, est-ce qu'on prend Novalex pour ce mandat-là ou on prend cabinet X, bien, c'est sûr et certain que des clients et des consommateurs veulent travailler avec des entreprises responsables. Puis nous, on évolue dans un marché de services professionnels, mais la même chose vaut pour des entreprises qui, exemple, vont vendre des produits. Si vous regardez juste cette statistique-là, 55% des consommateurs paieront plus pour un produit ou un service rendu par une entreprise à fort impact. C'est quelque chose quand même. Puis, je suis sûr, si vous êtes aujourd'hui ici à écouter cette conférence-là, vous faites partie justement de cette catégorie de gens qui, quand vous vous pointez à l'épicerie, quand vous vous pointez dans un magasin de linge, vous regardez l'étiquette, vous regardez d'où ça vient, vous regardez comment ça a été fait, puis si ça vous coûte $1 de plus ou $5 de plus ou $10 de plus ou dans certains cas $100 de plus,
bien, vous allez y penser 2 fois. Puis vous allez vouloir, peut-être vous n'allez pas pouvoir cette fois-ci, mais vous allez vouloir que vos tendances de consommation s'enlignent avec vos valeurs. Nous, ce qu'on a dit chez Novalex, c'est que dans le marketing qu'on fait, ça prend 3 choses. Ça prend une équipe hyper compétente. Alors, tous les avocats qui travaillent chez Novalex, c'est tous des anciens des meilleurs cabinets au Québec, là, des McCarthy Tétrault, Blake Castles Graydon, Stikeman Elliott, de grands Pritchett. Tu ne peux pas vendre un produit ou un service si la qualité n'est pas là. Il n'y a pas une personne sur la Terre qui va dire « Ouais, je vais acheter cette chaise-là de très mauvaise qualité juste parce qu'elle a été fabriquée de façon responsable. » Impossible, ça n'arrive jamais. Dans mon domaine à moi, c'est encore plus vrai. Je vais engager cet avocat particulièrement incompétent parce qu'après, il s'engage à rendre des services aussi incompétents à des gens qui en ont besoin. Ça ne fonctionne pas. T'sais. Au niveau du prix, comme je vous disais, nous, le pari qu'on fait encore une fois, c'est que à prix égal ou légèrement plus compétitif, on reste encore dans la compétition pour avoir le mandat. Et puis, si on est capable d'amener notre client potentiel jusqu'à penser qu'on est compétitif en termes de qualité et en termes de prix, c'est sûr qu'on va l'avoir comme avec l'impact social parce qu'à partir du moment qu'il travaille avec nous pour la première fois, ce client-là, là, il dit « Je fais partie de quelque chose. » Grâce à moi, là, juste par le choix de mon avocat, j'ai rendu des services juridiques pro bono disponibles à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ça crée un lien là, qui est très, très difficile à casser par la suite. Autre statistique, 46 des consommateurs considèrent que les marques ont des meilleures idées que les gouvernements pour résoudre les problèmes. Quand tu pars une business puis tu dis « je vais m'attaquer à un problème sociétal comme celui de l'accessibilité à la justice », tu te positionnes dans le marché comme quelqu'un qui veut contribuer à la solution. Puis quand tu amènes toute une gang de clients, de partenaires, de consommateurs dans tout ça, comme individu et comme entreprise, tu as l'impression de bouger parfois plus vite là, que les gouvernements peuvent même le faire. Puis nous, encore une fois, comme je vous dis, en essayant de nous établir comme vraiment l'entreprise de prestation de services juridiques la plus responsable au Québec, voire au Canada, au monde, si on en est capable, on dit, nous, là, on amène une solution pour l'accessibilité à la justice à la table qu'aucun gouvernement ne peut proposer juste parce que, forcément, ils n'ont pas le même pouvoir de rendre des services juridiques quotidiennement comme on peut. Chez Novalex, l'année dernière, pour vous donner une idée, on a rendu 3000 heures de services juridiques pro bono, gratuits. 2e année d'existence. 3000 heures, pensez-vous à un tarif horaire moyen de 250 $ de l'heure. Ça en fait des centaines de milliers de dollars en services juridiques gratuits. Dès qu'une entreprise s'engage comme ça, nous, on fait le pari que les gens vont embarquer eux aussi. Je vous parlais d'autres avantages, des ressources humaines engagées. Puis ça, pour moi, c'est la grande fierté pour moi derrière Novalex. C'est un thème dont on parle tout le temps à notre époque, c'est comment on fait pour engager les employés, pour qu'ils se sentent vraiment interpellés puis motivés par l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Mais pour nous, c'est facile. Tout le monde a l'impression qu'il travaille sur un mandat payant ou un mandat pro bono qui contribue à une espèce de système qui tourne chaque jour et qui, justement, aide des gens, des plus nantis aux moins nantis, avec tous leurs problèmes. Ils ont vraiment l'impression d'être, puis ils le sont, des gens qui, par le fait de leur emploi, contribuent à diminuer cet écart qu'on a au Québec en termes d'accessibilité à la justice par rapport à d'autres juridictions. Puis les statistiques viennent le démontrer. 88 % des milléniaux considèrent que leur travail est plus épanouissant lorsque leur entreprise a un impact social positif. 88 % des milléniaux. C'est fou. Autre statistique, 54 % des employés
qui sont fiers de la contribution de leur entreprise sur la société sont plus impliqués dans leur travail. T'sais, ça, c'est nécessairement des employés productifs. Ça n'a pas juste un meilleur impact social comme entreprise, mais ça a un impact fort au niveau de la profitabilité, là. Puis c'est ça que je dis aux employés chez nous à tous les jours. Il faut qu'on rende des mandats payants, il faut qu'on travaille fort dans ces dossiers-là pour justement pouvoir augmenter l'étendue de l'impact social qu'on a tous les jours. Puis c'est ça qui est la beauté de tout ça. T'sais. Moi, j'avais l'impression pendant plusieurs années de courir après une carotte dans une entreprise où ma seule motivation, c'était de rendre un service juridique excellent, mais aussi de m'en mettre plus dans les poches. Puis à un moment donné, faire plus d'argent, ça a des limites. T'sais, c'est quand que là, tu as une voiture qui te plaît suffisamment que tu n'as pas besoin d'une autre voiture encore meilleure. L'impact social, c'est différent. C'est rare que quelqu'un va dire « j'ai pas envie d'aider une personne ou un organisme de plus ». Tu ne vas jamais entendre ça autour de la table de cafétéria. Dernière statistique, 67% des personnes préfèrent travailler pour des entreprises socialement responsables. Donc, même dans ton recrutement, les 2/3 des gens, tu as l'avantage d'aller chercher des gens compétents parce que les 2/3 des gens, ils ont plus envie de travailler avec toi qu'avec une entreprise qui n'a pas d'impact. Puis finalement, l'impact social, surtout dans les industries traditionnelles comme celle des services juridiques de droit, c'est un facteur important pour se démarquer par rapport à sa concurrence. Je vous disais en début d'allocution que Novalex est la première entreprise certifiée B Corp au Québec dans le monde des services juridiques, deuxième au Canada. Si j'avais parti il y a 2 ans et demi, Hillier Tremblay avocat, laissez-moi vous dire que dans mon industrie des services juridiques, bien, ultimement, je serais juste comme n'importe quelle autre firme avec des avocats compétents qui essayent de rouler sa bosse et essayent d'aller chercher des mandats. Quand tu pars une entreprise à fort impact social, bien, les gens ils ont envie d'entendre parler de toi. Ils ont envie que tu leur partages ton histoire. Ils ont envie de suivre les rebondissements que tu vis comme entrepreneur. Ils ont envie d'applaudir tes succès. Donc, pour moi, je le dis sans aucune honte, quand je décide, il y a 3 ans, de partir une entreprise à fort impact social, c'est sûr et certain qu'un des considérants, c'est que je me suis dit, en faisant ça, là, en posant ce geste excessivement concret, c'est sûr que je me démarque dans mon industrie. Puis peut-être, si je suis chanceux, je vais motiver des confrères et des consoeurs à faire comme moi. Moi, s'il y a plein d'autres bureaux là, au Québec qui disent pour chaque heure de service juridique payante, je vais en donner une pro bono à des gens qui en ont besoin, bien, je vais être heureux. Ça va me faire plus de compétition, mais peut-être que ça va faire aussi changer des attitudes, des comportements au sein d'entreprises potentiellement clients qui vont dire, ben nous, maintenant, il y en a 12 là, entreprises qui ont ce modèle-là. Nous, on fait juste affaire avec des entreprises, des cabinets comme ceux-là. Là, je viens d'en écarter des milliers d'autres concurrents. Quand vous décidez d'entreprendre, puis à travers votre entreprise, d'avoir un impact social fort, il faut choisir le type d'entreprise à fort impact social qu'on veut bâtir. Il y a plein de modèles. Il y a des modèles, justement, où les entreprises redonnent directement à la communauté. Je me souviens, quand on avait parti Novalex, Diane Bérard du magazine Les Affaires, elle avait écrit un article en disant l'ancien président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal part le Tom Shoes des services juridiques. Pour moi, c'était flatteur. Tu sais, je me suis dit, il y a beaucoup de succès, le Blake Makowski de Tom Shoes. Mais lui, ce qu'il a choisi de faire, c'est qu'il a dit, je vais vendre un soulier. Je vais donner des souliers. Maintenant, c'est je vends des lunettes, je donne des lunettes.
Mais l'impact qu'il a choisi d'avoir, c'est vraiment un impact très, très concret au sein de sa communauté. Hein? Puis pas nécessairement sa communauté locale. Dans son cas à lui, ça a été sa communauté mondiale. Alors, dans le fond, ils vendent des souliers et puis, après X nombre de mois, ben, ils vont faire des shoe drops dans des pays où les gens ont vraiment des problèmes d'accessibilité à des chaussures, des sandales, etc. Novalex, c'est un peu la même chose. Deuxième type, les entreprises aux méthodes de fabrication socialement responsables. Des marques éthiques, à titre d'exemple, des marques comme Patagonia. Patagonia, c'est un bon exemple parce qu'en plus d'être une marque éthique, c'est une des grandes entreprises accréditées par B Corp. Donc, je pense aussi même localement à une compagnie comme Prana, que vous connaissez sûrement, les produits bio Prana. Ça, c'est des entrepreneurs qui disent, à travers le type de fabrication qu'on a, à travers la composition de notre produit, bien, on s'engage socialement. Hyper bonnes idées qui ressortent de ce modèle-là aussi. Enfin, les entreprises qui créent un produit ou un service utile à la communauté, comme le Safe Water Cube rendant l'eau potable dans les pays défavorisés. Alors là, ça, c'est un entrepreneur ou une entrepreneur qui dit, à travers même mon entreprise, je vais créer un produit ou un service qui va aller répondre directement dans une communauté à un problème qui les affecte de façon matérielle. Souvent, on le voit dans des entrepreneurs qui exercent dans des milieux où il y a des fortes composantes scientifiques, d'ingénierie, etc. On parle de Safe Water Cube, mais on peut parler de Elon Musk. Hein? Quelqu'un qui amène des produits comme une voiture ou des panneaux qui vont venir justement régler un problème dans une communauté spécifique de pollution ou autre. Pour plusieurs entrepreneurs, c'est une façon pour eux de se servir de tout leur bagage scientifique acquis pendant plusieurs années d'études de façon à combattre un réel problème de société. Et souvent, ça va être relié à l'environnement. Un enjeu super important comme entrepreneur social, c'est vraiment la question de la légitimité de son entreprise socialement responsable. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont venir dire nous voilà, nous sommes responsables, nous posons le geste X. Et 99% de leurs autres actions, ben, c'est des gestes irresponsables, ou du moins pas très responsables. L'organisme B Corp a voulu justement répondre à cette problématique-là en devenant un organisme indépendant pour venir certifier la responsabilité sociale des entreprises. Puis, en fait, je n'ai pas le mérite de vous dire que c'est moi qui ai passé à travers tout le processus d'accréditation. Ça, c'est mon associé Sophie et un autre employé du cabinet. Moi, j'ai eu le beau rôle d'avoir l'idée de dire on devrait être B Corp. Finalement, ça a pris des dizaines, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont fait certifier leur entreprise par B Corp, mais ça prend des dizaines, je vous dirais même proche d'une centaine d'heures. Ce n'est pas pour vous décourager, je vous recommande fortement de le faire, mais ça témoigne un peu de la rigueur de cette organisation-là qui rentre vraiment dans tout ce que tu fais. Qui sont tes fournisseurs? Qui sont tes clients? Quel type de papier tu utilises? Quelle est ton institution financière? Puis quelles sont leurs pratiques de leur côté? Dans ta charte, dans tes statuts de ton entreprise, tu prends un engagement, même quand tu vends ton entreprise, de considérer toutes sortes de facteurs qui dépassent le simple fait d'aller chercher le plus de dollars possible pour un actionnaire. Donc, B Corp est devenu une référence en termes de légitimité en responsabilité sociale. Et pour nous, ça n'a été que des avantages parce que, premièrement, c'est
une façon pour nous de dire, ben oui, on est socialement responsable et ça a été reconnu par un organisme indépendant international. Mais deuxièmement aussi, ça crée un réseau fantastique d'entrepreneurs qui pensent comme toi, qui ont des solutions différentes à des problèmes et des enjeux sociétaux, mais qui partagent toute la même vision que toi comme entrepreneur de vouloir changer le cours des choses. Pour nous, ça a été quelque chose d'hyper bénéfique. Peut-être un dernier point. Comme entrepreneur, moi, je vous le dis, ça a été de partir une entreprise, de délaisser le confort d'un gros salaire, d'un grand cabinet d'avocats. Ça a été l'épreuve à date de ma vie. Mais je vous dirais en même temps l'épreuve la plus enrichissante. Puis ce qui démarque l'entreprise à fort impact social de l'entreprise traditionnelle, pour l'entrepreneur, celui qui le part, c'est que pour moi, je savais qu'à chaque jour, quand j'allais me coucher à 1h du matin, 2h du matin, après des longues journées, je savais que cette journée-là, peu importe ce que j'avais fait, si j'avais fait des ressources humaines, si j'étais allé à la cour, si j'étais allé négocier notre bail, peu importe ce que j'avais fait dans cette journée-là avait permis à des gens qui autrement n'auraient pas accès à des services juridiques gratuits d'y avoir accès. Puis quand tu pars une entreprise sociale, là, comme entrepreneur, là, quand tu es fatigué, quand tu ne sais pas comment tu vas y arriver, bien, contrairement à d'autres entrepreneurs, tu repenses à ça. Tu penses à ta mission, puis tu te dis, coudonc, ça vaut vraiment la peine. En terminant, tout ce que je vous dirais, c'est qu'il arrive un moment donné où, comme entrepreneur potentiel, vous devez faire le choix. Vous pouvez assister à des conférences, vous pouvez parler à des mentors potentiels, vous pouvez discuter avec des entrepreneurs actuels de leur expérience, mais sauter plus tôt que tard. Parce que c'est une aventure d'une vie, puis quand elle peut être combinée avec un impact social fort, bien, c'est quelque chose que vous oublierez jamais. Ça va changer le cours de votre vie professionnelle et personnelle. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ces 30 minutes. Ça a été vraiment un plaisir. Excellent, merci beaucoup. Moi, j'ai pris conscience de quelque chose aujourd'hui dans la présentation, c'est que oui, je voyais Novalex comme une entreprise d'impact social, mais j'avais peut-être moins réalisé que le client qui vous choisit a aussi un impact social dans son choix de cabinet. Puis ça a vraiment été comme une révélation aujourd'hui de dire « Ah, wow, le client choisit d'avoir un impact social. » On a le temps pour peut-être 2 questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui? Ma question pour vous, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. On parle aussi de l'octroi vraiment de la balance de l'impact social. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle avec la robotique et tout ça va pouvoir vraiment faire un impact social positif sur la société? On va vivre un Terminator. On va juste répéter la question pour ceux qui nous écoutent en web diffusion. Donc, est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle va aider Non? Moi, j'ai dit que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est en faveur de l'impact social? On risque vraiment à un certain moment d'arriver à un point de non-retour parce qu'on a trop utilisé la technologie, qu'on est propre victime de notre propre savoir-faire. OK. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle va favoriser l'impact social ou on va devenir victime de cette technologie-là? Je pense que, en tout cas, je lis beaucoup sur ça actuellement, disons, des bienfaits de l'intelligence artificielle, mais aussi des risques y associés. Puis, l'intelligence artificielle dépend beaucoup de ceux qui la créent. Hein? Il y a un système de valeurs au sein du processus décisionnel qui s'implante. Et puis, je pense que c'est vraiment les créateurs de cette technologie-là qui vont dicter le cours de qu'est-ce qui se passe pour la suite. Hein. On lit toujours le même exemple. L'intelligence artificielle reliée aux voitures, hein, les voitures qui se conduisent elles-mêmes. Est-ce que finalement, on vire à gauche pour frapper un groupe de gens X ou on vire à droite pour frapper une seule personne qui a 82 ans?
Puis les gens sont partagés entre ben, ils devraient virer à gauche ou ils devraient virer à droite. C'est la même chose concernant tous les autres aspects de la société. L'intelligence artificielle, là, à mon avis, a des pouvoirs incroyables. Puis si on décide de s'en servir de façon bénéfique, on peut avoir un impact social 1000 fois, des millions de fois plus grand que celui que j'ai à travers mon modèle à moi. Exemple très concret là, pour le milieu des services juridiques, nous, depuis une centaine d'années, ce que les gens font dans les cabinets, c'est qu'ils demandent à des étudiants en droit et des jeunes avocats de faire de la recherche coûteuse pendant des dizaines et des centaines d'heures, dépendamment du cas en question. Il y a des programmes à cause de l'intelligence artificielle qui sont capables de faire la revue de décision de jurisprudence sur des sujets et des questions à ce point précises qu'on épargne des dizaines d'heures à un client. Imaginez comment ça a un impact fort pour l'accessibilité à la justice. Ta recherche, là, elle te coûte plus 10 000 $, elle te coûte peut-être 1 000 $, 500 $. C'est incroyable. Et dès le moment où on réduit le coût des services juridiques, l'intelligence artificielle, si elle est utilisée de la bonne façon, on ne peut qu'être en accord avec son utilisation. Merci pour la réponse. Merci. Bonjour. Bonjour. En tout cas, bravo pour votre approche. Je pense que vous aidez en effet pas mal la société. Et puis, vous devez être victime en fait de votre succès aussi, à savoir comment est-ce que vous choisissez finalement les dossiers pro bono. Ça, c'est certain. C'est ça. Ma question est de savoir comment, au niveau juridique, en fait, l'organisation est structurée. Est-ce que vous avez votre entreprise, en fait, je ne sais pas, incorporée? Et ensuite, à côté, vous avez une OSBL où vous considérez tout simplement la section pro bono comme dépenses d'entreprise ou je ne sais pas comment vous le faites. Je suis vraiment heureux que vous posiez la question parce que ça peut être une présentation en soi. Hein? Choisir la bonne structure juridique pour son entreprise ou son organisation à fort impact social. On peut y aller la route de créer une fondation, créer une OBNL, créer une entreprise privée, créer une association, hein, créer une coopérative. Plein de façons. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est que, ultimement, on a deux entités. On a le cabinet d'avocats Novalex Inc., une société créée en vertu de la loi sur les sociétés québécoises. Et on a aussi, à côté de celle-là, on a une OBNL, qui est la clinique juridique Novalex. Et la façon que ça fonctionne, c'est que le cabinet d'avocats Novalex Inc. est ce qu'on appelle le contentieux de l'OBNL. Donc, notre OBNL reçoit les demandes de services juridiques de gens à faible revenu, d'OBNL et d'entrepreneurs en démarrage, traite ces demandes-là et les réfère au cabinet. Hein? Et cette OBNL-là, on s'en sert également pour déployer, diffuser de l'information juridique gratuite pour que, justement, on permette une meilleure accessibilité à la justice aux citoyens. Un citoyen qui est plus informé sur les lois et règlements qui le régissent dans sa société, c'est un citoyen qui a, dès ce moment-là, un plus grand accès à la justice. Excellent, merci. Dernière question? Bien, je ne sais pas exactement comment formuler ma question, mais vous avez mentionné votre défi d'avoir délaissé le confort salarial et tout que vous aviez. Je me demande, en tant qu'entrepreneur puis d'une entreprise à mission sociale, je serais curieuse de savoir où est-ce que vous avez, comment vous avez déterminé votre salaire, dans le fond? Est-ce que vous vous êtes donné un salaire équivalent à ce que vous aviez avant? Ou, par exemple, vous avez mentionné que plusieurs clients sont prêts à payer plus pour un service dans une entreprise qui a une mission sociale. Donc, est-ce que vous chargez plus cher aux clients? Ou comment est-ce que vous négociez votre salaire personnel vis-à-vis de ce que vous donnez gratuitement? Toute cette question-là. C'est clair. Oui. Votre question a plusieurs volets. Hein, c'est comme la planification financière d'une entreprise au complet, là. Mais je peux vous répondre en deux parties. Premièrement,
les grands cabinets d'avocats dans notre industrie chargent très, très cher à la base. Ils ont des clients énormes, des multinationales surtout. Et quand j'ai quitté mon entreprise où j'étais avant ou duquel je garde des excellents souvenirs, mon seul mauvais souvenir, c'est d'annoncer à un client que sa facture va être à la hauteur de 450 à 500 $ de l'heure pour me parler à moi, que je travaille dans son dossier. La raison pour laquelle, en partie, ces honoraires-là sont tellement élevés, c'est parce que les coûts d'exploitation des grands cabinets d'avocats et des grandes entreprises, souvent, sont énormes. Alors, vous rentrez dans un grand bureau d'avocat, vous voyez des beaux tableaux, vous voyez des planchers en marbre. Tout ça, ça coûte quelque chose. Des loyers à la Place Ville-Marie, au Mille de la Gauchetière, etc. Tout ça coûte énormément cher. Pour nous, la clé du succès financier, ça a été vraiment au niveau des frais d'exploitation de l'entreprise. Il a été possible pour nous de réduire ça de façon énorme. On travaille dans un bureau dans le Vieux-Montréal. C'est beau, mais ça va. T'sais. On est 12 avocats maintenant. On a suffisamment d'espace. On n'a pas des riopelles sur les murs, mais c'est un endroit agréable où travailler. Pour nous, si on allait être capable de faire du 1 pour 1, il fallait nécessairement qu'on aille chercher bien des épargnes au niveau des frais d'opération. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, quand vous posez la question à savoir, quand tu pars ton entreprise, est-ce que tu fixes le même salaire que celui que tu gagnais avant de partir du confort du grand cabinet? La réponse, c'est absolument pas. Quand tu pars ton entreprise, premièrement, plus souvent qu'autrement, tu ne donnes presque pas de salaire, si ce n'est pas de salaire. En plus, tu investis de tes économies souvent dans cette entreprise-là où tu contractes des prêts à la banque, etc. Et puis après ça, tu vois avec le succès de la première année, de la deuxième année. Nous, de la façon qu'on a fait ça, c'est on a voulu être conservateur, on s'est fixé des salaires relativement bas, puis on s'est dit, si tout se passe de façon très, très bien, on aura juste plus de dividendes à se verser comme actionnaire à la fin de l'année. Heureusement, la croissance est telle qu'on est passé de 2 avocats, moi et ma cofondatrice Sophie, à la fin de l'été, début de l'automne 2016, à maintenant 12 avocats à la fin 2018. Alors, c'est sûr que dans notre cas à nous, on a été très heureux de constater ce succès, mais je vous dirais, pour la rémunération des dirigeants, surtout la rémunération des fondateurs, soyez excessivement prudents parce que c'est des questions de cash flow vraiment sensibles, puis si on se met à se payer des salaires énormes dès le départ, on risque de se brûler plus rapidement qu'autrement. Excellent, ça conclut cette conférence-là. Monsieur Ryan, très inspirant comme modèle d'affaires. Merci.